Bonjour, bienvenue sur votre chaîne préférée PDCI TV. Aujourd'hui, pour ce numéro de notre émission Regard sur l'actualité, je suis toujours avec mon binôme, Maël Kwasi. Bonjour Maël. Bonjour Madame Assoumou. Nous recevons un homme de droit, un juriste, Maître Suibi Goré Émile. Il est avocat, il est secrétaire exécutif chargé des affaires juridiques au niveau du PDCI. Bonjour Maître. Bonjour Madame Assoumou, bonjour Monsieur Kwasi. Pour ce numéro de notre émission Regard sur l'actualité, nous aborderons les points suivants. L'article 59, le verdict de la Cour africaine des droits de l'homme, l'affaire du logo du PDCI RDA. L'élection présidentielle d'octobre 2020 approche à grands pas, alors que le processus électoral, je vais parler de l'enrôlement, le listing électoral, la CEI non consensuelle, etc., semblent avoir pris du retard. Certaines voix s'élèvent, principalement l'URD, pour exiger une transition si la date constitutionnelle du 31 octobre n'est pas respectée. Maître, à celle-ci, le Premier ministre Amadou Gon brandit l'article 59 de la Constitution en opposition. Que dit exactement l'article 59? Les Ivoiriens veulent savoir. Merci beaucoup Madame pour l'occasion que PDCI TV me donne d'intervenir sur cette question qui est importante. Importante parce que nous parlons ici de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Sur le contenu de l'article 59 de la Constitution, ce texte dit que les pouvoirs du président de la République en fonction expirent à la date de prestation de serment du président élu. Donc voici ce que dit le texte. Et relativement donc à la question de la transition, le Premier ministre a estimé qu'en Côte d'Ivoire, si la date du 31 octobre 2020 n'est pas tenue, au regard de la situation que nous vivons et de tous les retards que vous avez évoqués tout à l'heure, qu'il ne serait pas nécessaire d'aller à une transition parce que pour lui, en application de l'article 59 de la Constitution, tant qu'un nouveau président de la République n'est pas élu, celui qui est en fonction continue. La lecture qu'il faut faire de ce texte n'est pas celle que fait le Premier ministre. Parce que l'article 59 vient à la suite d'autres articles, notamment les articles 57 et 58 de la Constitution, qui traitent de la question des résultats de l'élection présidentielle et de la prestation de serment du président élu. Ce qu'il faut comprendre par l'article 59, c'est qu'aujourd'hui, dans la Constitution qui a été adoptée en 2016, il y a une date de prestation de serment du nouveau président élu qui a été fixée. C'est le deuxième lundi du mois de décembre de la 5e année, tout ça. De sorte que, entre la date à laquelle le Conseil constitutionnel va proclamer les résultats définitifs et la date de la prestation de serment, il y a une période. Alors, la question qui se pose automatiquement, c'est pendant cette période, c'est-à-dire qu'on a fini l'élection présidentielle, le résultat définitif a été proclamé et donc un nouveau président a été élu. Mais il n'a pas encore prêté serment. Pendant cette période, qui dirige le pays? Est-ce que c'est celui qui vient d'être élu qui n'a pas encore prêté serment ou alors c'est le président dont le mandat est terminé et dont le remplaçant a été élu? C'est cette question-là que règle l'article 59 en disant que malgré l'élection d'un nouveau président de la République, les résultats ont été proclamés. Tant qu'il n'a pas prêté serment, l'ancien président reste en fonction et dirige le pays jusqu'à la date de prestation de serment. Et à partir de la date de prestation de serment, la question se règle. L'ancien président cesse d'être président de la République et le nouveau président rentre en fonction. Donc l'article 59 s'applique lorsqu'il y a eu une élection présidentielle. Et pour gérer donc la période entre la proclamation des résultats et la prestation de serment. Quand vous prenez le cas des États-Unis, le président est élu en novembre, il prend fonction le 20 janvier de l'année qui suit. Pendant cette période, l'ancien président reste en fonction et dirige le pays jusqu'à ce que le nouveau président prête serment. C'est cette situation qui va maintenant s'appliquer en Côte d'Ivoire et qui est nouvelle. Sinon, pour résumer, l'article 59 ne permet pas à un président
dont le mandat est arrivé à expiration de rester au pouvoir. On va dire qu'en cas d'espèce, l'article 59 ne correspond pas à ce que dit le Premier ministre Amadou Gon. Pas du tout. L'application ou l'interprétation que le Premier ministre fait de l'article 59 est erronée. Ce texte-là n'est pas applicable s'il n'y a pas élection le 31 octobre. Justement, il faut rappeler que l'article 59 est la copie conforme de l'article 39 de la Constitution de la Deuxième République, article que brandissait le président Gbagbo pour s'opposer à la communauté internationale et à son opposition d'alors du RHDP. Oui. Est-ce que nous ne sommes pas en train de revenir quelques petites années en arrière dans le chemin de 2005 où le RHDP exigeait une transition puisque les élections générales ne pouvant se tenir à la date prescrite? Non, nous revenons dans la même situation simplement parce que on aura, si vous voulez, la même cause. Exactement. La cause, c'est quoi? C'est la tenue de l'élection présidentielle à la fin du mandat du président qui est en exercice. Le président est élu pour un mandat de 5 ans. Donc, le mandat que le peuple lui donne pour diriger le pays, c'est pour une durée de 5 ans. Lorsque, à la fin de ces 5 années, une nouvelle élection n'est pas organisée pour lui trouver un remplaçant, il y a automatiquement un problème. Parce qu'il a été élu pour 5 ans. Donc, sur quelle base il va diriger le pays pendant plus de 5 ans? Il faut obligatoirement un accord politique pour qu'il y ait une transition. En 2005, c'est ce qui s'est passé. On a vu les gouvernements successifs jusqu'à ce qu'il y ait l'accord politique de Ouaga et l'arrivée donc du Premier ministre Oyo. Il y a eu d'abord le Premier ministre Bani et autres. Donc, à la fin du mandat du président Ouattara en octobre, si le 31 octobre, il n'y a pas une élection présidentielle, il ne peut pas continuer sur la base du mandat qu'il a reçu en 2015. Parce que c'est un mandat de 5 ans. Ce mandat sera terminé. Donc, il faut nécessairement un accord entre la classe politique pour gérer le pays s'il n'y a pas d'élection le 31 octobre 2020. Autrement dit, la situation n'est donc pas inédite dans ce pays. Non, la situation n'est pas inédite. C'est une situation que nous avons déjà vécue. Hier, c'est la crise politico-armée qui avait conduit à la non-organisation de l'élection en 2005. Aujourd'hui, c'est une crise sanitaire qui certainement va nous conduire au même résultat, c'est-à-dire à la même situation. La non-organisation de l'élection présidentielle à la date prévue, c'est-à-dire la fin du mandat du président en exercice. Et je pense que nous devons faire comme en 2005, c'est-à-dire trouver un accord politique pour pouvoir gérer le pays jusqu'à ce qu'il soit possible d'organiser l'élection présidentielle pour choisir un président pour les 5 prochaines années. Maître, je voudrais insister sur le fait qu'on a entendu dire que cette crise sanitaire n'entache en rien l'élection présidentielle pour le moment. Non, pour le moment, mais c'est une question de délai. Vous savez que la liste électorale, la révision de la liste électorale, la CEI l'avait annoncé pour le mois d'avril. On est à la fin du mois d'avril, les choses n'ont pas commencé. Aujourd'hui, la crise sanitaire a des conséquences sur le quotidien des populations. Il y a la question même des distanciations sociales, la question des déplacements et autres, qui posent un problème. Parce que si aujourd'hui vous devez faire la révision de la liste électorale, avec le confinement du Grand Abidjan, les déplacements qui sont interdits, mais celui qui devait s'inscrire sur la liste électorale dans sa ville d'origine et tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Je vais dire, aujourd'hui, il est difficile d'organiser tout cela en prenant en compte toutes les précautions qui ont été édictées par le gouvernement pour lutter justement contre cette pandémie-là. Et donc, il sera difficile de tenir le calendrier si la crise ne prend pas fin rapidement. Or, rien ne nous indique que nous sommes en train d'aller vers la fin de cette crise. Donc, aujourd'hui, tout ce qui se dit, c'est une réflexion qui se fait avant terme pour pouvoir envisager une situation à laquelle nous serons certainement confrontés. Il ne faut pas attendre le 31 octobre pour dire qu'il n'y a pas d'élection. Qu'est-ce qu'on fait? On peut déjà réfléchir pour dire au cas où il n'y a pas d'élection le 31 octobre, qu'est-ce qu'on fait? Il faut juste prévoir pour éviter que la Côte d'Ivoire se retrouve dans une situation difficile à gérer après le 31 octobre. Oui, nous abordons le deuxième point. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu son verdict dans l'affaire Soro contre les autres
en Côte d'Ivoire depuis le 22 avril 2020. Mais pouvez-nous faire l'historique de la création de cette Cour? Merci. Alors, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, comme son nom l'indique, c'est une juridiction africaine créée dans le cadre de l'Union africaine. À l'origine, vous avez la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, donc qui est un acte établi par les États membres de l'Union africaine pour fixer les droits de l'homme et des peuples en Afrique, qui reprend généralement, si vous voulez, la Déclaration universelle des droits de l'homme ou alors la Déclaration des droits de l'homme de l'ONU. Donc, il y a des droits de l'homme qui ont été élaborés. Et à l'origine, il y avait d'abord la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais cette commission ne rendait pas de décision. Elle devait surveiller l'exécution de la charte par les États et faire des recommandations. La commission va simplement dire que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas accepté tel engagement, demander à l'État de Côte d'Ivoire de faire telle ou telle chose. Mais c'est des recommandations qui ne sont pas obligatoires. Je veux dire, face à une recommandation, l'État peut ne pas s'exécuter. Donc c'est pour renforcer le travail de la commission que les États ont donc décidé de la mise en place d'une Cour africaine, qui est une juridiction qui rend des décisions obligatoires. Donc je profite de cette occasion pour le dire, parce que souvent on entend dire que les décisions de la Cour africaine sont des recommandations, ce qui est faux. Parce que quand vous prenez le protocole qui crée la Cour, notamment en son article 30, il est clairement indiqué que les États s'engagent à exécuter les décisions rendues par la Cour dans toutes les affaires qui les concernent. Donc aujourd'hui, une décision rendue par la Cour africaine des droits de l'homme, face à cette décision, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas le choix. La seule possibilité qui s'offre à l'État, c'est d'exécuter la décision, c'est de se conformer à cette décision. Et non dire simplement que c'est des recommandations. Et d'ailleurs, on l'a vu, lorsque la Cour a rendu l'arrêt relatif à la CEI, l'État de Côte d'Ivoire, au départ, avait parlé de recommandations, mais pour finir par faire une réforme, même si elle n'est pas totale, mais a fait une réforme en disant qu'elle exécutait ainsi l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Très bien, ben justement, revenons sur le verdict qui a été prononcé par cette Cour-là dans l'affaire Soro Diom et autres contre l'État de Côte d'Ivoire. Quelle est la portée de cette décision-là dans ce contexte actuel? La portée de cette décision ressort même du contenu de la décision. La Cour, après avoir donc analysé la situation, notamment les poursuites engagées contre Soro Diom et plusieurs de ses proches, dont des députés qui sont aujourd'hui en détention, a estimé que les mesures qui avaient été prises contre eux, c'est-à-dire le mandat d'arrêt en ce qui concerne M. Soro Diom et les mandats de dépôt pour tous ceux qui sont actuellement détenus, que c'est des mesures qui n'étaient pas justifiées et que toutes ces mesures-là constituaient donc des violations de leurs droits, et a ordonné à l'État de Côte d'Ivoire de lever le mandat d'arrêt international qui concerne M. Soro Diom et de également lever les mandats de dépôt concernant ceux qui sont aujourd'hui détenus. Mais la Cour a également indiqué que l'État avait 30 jours pour s'exécuter. C'est vrai qu'il y a une décision qui a été rendue, on parle d'un nouveau mandat, mais quand on regarde l'esprit de la décision, c'est que les procédures qui sont en cours sont des procédures qui, pour la Cour, violent les droits de tous ceux qui sont concernés. Et que toutes ces procédures-là devaient être gelées jusqu'à ce que la Cour se prononce sur le fond. Parce que dans la décision qui a été rendue, c'est une décision provisoire en attendant que la Cour apprécie la requête qui lui a été soumise, à savoir, est-ce que toutes ces procédures-là doivent continuer, est-ce que toutes ces procédures sont justifiées ou non. Donc aujourd'hui, toutes ces personnes qui sont en détention devraient être mises en liberté parce que c'est une décision qui s'impose à l'État de Côte d'Ivoire. Mais justement, l'État de Côte d'Ivoire peut-être s'appuie sur ce caractère provisoire de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour continuer dans sa lancée, on va dire ça.
Non, le caractère provisoire est différent du caractère exécutoire. Expliquez-moi un peu. Voilà. On parle de provisoire parce que la décision elle-même, c'est-à-dire sur le fond de l'affaire, n'a pas encore été rendue. Donc c'est une décision provisoire, c'est des mesures provisoires qui sont prises en attendant que la Cour se prononce sur le fond. Mais seulement parce que c'est une mesure qui est provisoire qu'elle n'est pas obligatoire. Les mesures prises, c'est une décision qui est exécutoire contre laquelle il n'existe aucune voie de recours. Donc face à cette décision, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'État ne peut que s'exécuter. Mais est-ce que ce n'est pas une défiance de l'État De ne pas exécuter la décision de cette Cour? Oui. Ce n'est pas une défiance? Ça, si l'État ne le fait pas, ça pose forcément un problème vis-à-vis de la Cour et même vis-à-vis de l'Union africaine. Parce que c'est des engagements que l'État a pris. Lorsqu'on prend un engagement, que ce soit un individu, que ce soit l'État, lorsqu'on prend un engagement, il faut le respecter. Donc l'État est obligé d'exécuter l'arrêt de la Cour africaine parce que ça fait partie des engagements que l'État a contractés en reconnaissant, parce qu'il faut le dire, la Cour, pour qu'on arrive à cette situation, il y a 3 actes. C'est-à-dire qu'il faut d'abord signer le traité, donc l'État l'a fait, le protocole. Ensuite, l'État l'a ratifié en passant par le Parlement. Mais il y avait également un 3e acte qui était la reconnaissance de la compétence de la Cour. L'État de Côte d'Ivoire l'a fait. Donc, c'est des actes que l'État de Côte d'Ivoire a posés qui font qu'aujourd'hui, cette Cour-là rend des décisions qui concernent l'État de Côte d'Ivoire. Et autre élément qui est important, devant cette Cour, dans le cadre de cette procédure, l'État s'est défendu. L'État avait une équipe de défense composée d'un magistrat, conseiller technique du ministre, et de 4 avocats, et qui ont défendu l'État de Côte d'Ivoire. Mais pourquoi l'État se défend dans une procédure et devrait donc par la suite ne pas en reconnaître la décision? Donc l'État n'a pas le choix. C'est une décision qui s'impose et l'État doit respecter. Sinon, il y a forcément des risques au niveau de l'Union africaine. Il y a des sanctions qui pourraient frapper soit l'État en tant que personne morale, soit les individus qui refusent d'appliquer cette décision. Parce que dans un État, c'est vrai, l'État doit appliquer, mais c'est des décisions qui sont prises par des personnes. Mais pour finir avec ce sujet, j'ai envie de vous demander, est-ce que le RHDP est bien placé aujourd'hui pour défier la communauté internationale quand on connaît l'histoire récente de ce pays? Même si on laisse tomber même l'histoire récente, je veux dire, en tant qu'État, ou du moins en tant que dirigeant, il faut respecter les organes, il faut respecter les institutions. Parce qu'aujourd'hui, à supposer que ceux qui ont aujourd'hui en charge la gestion du pays décident de défier la Cour et de ne pas reconnaître ces décisions, mais demain, ils pourraient eux aussi avoir besoin de cette Cour, ils pourraient eux aussi être amenés à faire des procédures devant cette Cour et avoir des décisions. Et même, je rappelle que lorsque la même Cour a rendu, il n'y a pas très longtemps, une décision dans le cadre du recours fait par certains militants de l'opposition contre la nouvelle réforme de la CEI, les avocats avaient demandé des mesures provisoires, notamment la suspension de l'installation de la mise en place de la nouvelle CEI. La Cour avait estimé que cette demande-là n'était pas justifiée et n'a pas fait droit à la demande des avocats. Mais on a vu ici l'État de Côte d'Ivoire, par ses avocats, le porte-parole du RHDP se réjouit de cette décision et qualifier la Cour de sage. Mais c'est cette même Cour aujourd'hui qui rend une décision. Donc ce n'est pas parce que la décision hier était favorable au pouvoir, on a salué la Cour. Aujourd'hui, il y a une décision qui n'est pas favorable. On va maintenant vilipender cette Cour et dire que sa décision est un coup d'épée dans l'eau, comme l'ont dit les avocats. Non. La Cour est une institution qu'il faut respecter et dont les décisions s'imposent. Maître, on se rappelle que le RHDP, face aux souverainistes d'alors, pendant la crise militaro-civile, brandissait la primauté des engagements internationaux sur les décisions nationales face au pouvoir Laurent Gbagbo. Oui. Aujourd'hui, elle se retrouve dans la même posture. Mais la primauté des actes internationaux ou bien des décisions internationales, c'est même prévu par la Constitution.
Voilà. Et ce que vous dites, nous savons tous, lors de la crise post-électorale de 2010 jusqu'à 2011, mais nous savons très bien le rôle que la communauté internationale a joué. La CEDEAO, l'Union africaine, Oui. parce que lorsque dans un État, généralement, vous êtes confronté à l'État lui-même, le secours ne viendra que des organisations internationales. Voilà. Si vous êtes confronté à l'État lui-même, s'il n'y a que les organisations internationales qui peuvent vous venir en aide. Et en 2010, c'est ce qui a été fait. La CEDEAO d'abord a reconnu le président Ouattara comme le président élu, l'Union africaine ensuite, l'ONU et tout ça. Il y a eu même, on avait vu une mission de la commission de la paix de l'Union africaine qui avait séjourné en Côte d'Ivoire et qui a rendu un rapport. Et si vous vous rappelez très bien, c'est en se fondant sur la décision de l'Union africaine que le président du Conseil constitutionnel d'alors, M. Yaoundé, avait proclamé le président Ouattara président de la République. Parce que le même président du Conseil constitutionnel avait déjà proclamé le président Gbagbo comme le président élu, vainqueur du second tour de l'élection présidentielle de 2010. Mais par la suite, lorsqu'il a dû investir le président Ouattara, il a dit que c'est vrai qu'il y avait l'arrêt que le Conseil constitutionnel avait rendu, mais comme l'Union africaine a pris une décision et que les décisions internationales prévalent sur les décisions nationales, alors il proclamait le président Ouattara vainqueur. Et c'est comme ça que le président Ouattara a pu prêter serment à nouveau devant le même Conseil constitutionnel. Donc, les décisions internationales s'imposent, ont une primauté sur les actes nationaux et surtout, les décisions internationales ne valent que parce que l'État lui-même a décidé de reconnaître l'organe international qui les prend. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui a accepté de reconnaître la compétence de la Cour. Mais il faut aller jusqu'au bout. On ne peut pas reconnaître la compétence de la Cour et rejeter ces décisions parce que ça ne nous arrange pas. Ce n'est pas possible. À 6 mois des élections présidentielles, le RHDP continue d'utiliser frauduleusement le logo du PDCI-RDA. Mais où en sommes-nous avec la fête du logo? Merci pour ce sujet qui, je le sais, intéresse fortement les militants du PDCI-RDA et même au-delà, tous les démocrates. Parce que la situation à laquelle nous assistons aujourd'hui, c'est une situation que rien ne justifie, que ce soit en droit, que ce soit en fait. C'est-à-dire l'usage du logo du PDCI-RDA par le RHDP, c'est une fraude que nous avons dénoncée à plusieurs reprises déjà. Alors, où nous en sommes aujourd'hui? Il y a 2 procédures, si je peux dire. Il y a les procédures qui sont en cours en France. Donc, les avocats en France ont saisi le tribunal de grande instance de Paris. La procédure est en cours. Ensuite, il y a les procédures nationales que les avocats donc, en Côte d'Ivoire ont engagées. Au tribunal, déjà, le juge avait estimé que la demande du PDCI ne pouvait pas être acceptée, au motif que dans le logo, il y a la carte de la Côte d'Ivoire et il y a l'éléphant. Bien évidemment, c'est des arguments qui, pour nous, juridiquement, ne sont pas fondés parce que la demande du PDCI ne porte pas sur l'usage de la carte de la Côte d'Ivoire et sur l'usage de l'image de l'éléphant. Le PDCI dit simplement qu'il a fait un assemblage particulier de la carte de la Côte d'Ivoire et de l'éléphant avec des couleurs. Et que c'est en mettant ces 2 éléments ensemble d'une façon particulière, avec les couleurs vert et blanc, il a créé donc un visuel, un logo qu'il a déposé auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Et ce dépôt-là donne au PDCI un droit exclusif d'utiliser son logo et également un droit exclusif d'interdire l'usage de son logo par quiconque. Le PDCI, à un moment donné, membre du RHDP, a pu, avec son accord, laisser son logo être utilisé par le RHDP. Donc quand le PDCI sort du RHDP, il sort avec sa dénomination, il sort avec son logo. Et c'est ce que nous avons donc expliqué
en première instance, le juge a rendu la décision dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous avons fait appel. La procédure, jusqu'à ce jour, est pendante devant la Cour d'appel d'Abidjan. La dernière audience devait avoir lieu le 24 mars, quand, malheureusement, nous sommes rentrés donc dans cette crise avec les conséquences que ça a eu au niveau du déroulement des procédures judiciaires. Mais ce que je peux dire aux militants, c'est que la procédure judiciaire concernant le logo du PDCI est en cours. Après l'étape du tribunal, nous avons fait appel et l'affaire est aujourd'hui pendante devant la Cour d'appel d'Abidjan. Nous attendons qu'elle rende une décision et nous espérons que cette décision sera rendue avant l'élection présidentielle d'octobre 2020. Auquel cas, le PDCI se verrait contraint de partager son logo avec le RHDP pour l'élection présidentielle de 2020. Et ça, Vous pouvez rassurer les militants du PDCI. Et ça risque de perturber nos militants aussi, au cours de l'élection. Oui, mais non seulement ça risque de perturber les militants, mais légalement, c'est même pas possible. En êtes-vous sûr? Voilà, légalement, c'est pas possible. Non, c'est pas possible parce que je ne crois pas que la CEI elle-même, d'abord, il y a la bataille même de la réforme de cette CEI qui n'est pas terminée, parce que celle qui est là aujourd'hui pour le PDCI-RDA n'est pas celle que la Cour africaine avait demandé de mettre en place. Il y a le recours qui a été fait contre cette nouvelle loi. Nous attendons la décision de la Cour africaine. Mais au-delà, vous ne pouvez pas, pour une même élection, avoir des candidats qui utilisent les mêmes logos. Ce n'est pas possible. Il y a un risque de confusion qui est grave. Et c'est la raison pour laquelle nous continuons de nous battre. Nous espérons, premièrement, que la Cour d'appel d'Abidjan dira le contraire de ce que le juge des référés a dit. Et ensuite, nous pensons qu'un organe électoral qui se respecte ne peut pas organiser une élection au cours de laquelle deux candidats utilisent le même visuel. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a un risque de confusion qui est même une cause d'annulation de l'élection. Mais maître, j'ai un souci avec parce que je me dis pourquoi l'utilisation du logo du PDCI est impossible en France et possible en Côte d'Ivoire. Oui, c'est un constat que nous avons tous fait. Et cela nous conforte même dans notre position. Parce que nous faisons des procédures ici qui sont ignorées. Il y a des arguments qui sont avancés. Une fois, je crois, il y a un ministre transféré du PDCI qui est même allé jusqu'à dire qu'eux aussi, pour avoir été militants du PDCI, ils ont le droit d'utiliser le logo, en oubliant que le logo n'appartient pas aux militants, mais appartient au parti. L'attitude même du RHDP montre que nous avons raison. Simplement, pourquoi en France, ils ne le font pas? Peut-être parce que là-bas, ils se disent que s'ils le font, il y a des décisions de justice qui peuvent être rendues. Ici, pourquoi ils pensent qu'il ne peut pas avoir une décision contre eux? Je ne saurais l'expliquer. Mais c'est la preuve que nous sommes dans le vrai. Parce qu'en France, effectivement, ils n'utilisent plus le logo. Mais ici, ils l'utilisent. Et je voudrais même, en parlant toujours des procédures judiciaires dans le cadre du logo, j'ai omis d'en parler tout à l'heure. Il y a une autre procédure que nous avons engagée qui est également en cours. C'est au niveau du Conseil d'État. Pourquoi le Conseil d'État? Parce que le RHDP, c'était d'abord une alliance qui, par la suite, à la veille de l'élection présidentielle de 2015, est devenu un groupement politique pour pouvoir investir le candidat unique de l'époque. Et dans le cadre donc, de la création de ce groupement politique, il y a des statuts qui ont été faits, qui ont été déposés au ministère de l'Intérieur. Par la suite, le PDCI est sorti du groupement politique et s'est retiré du processus de mise en place du parti unifié qui était en cours. Mais toujours est-il que le RHDP, par la volonté donc d'autres acteurs politiques, est devenu un parti politique le 16 juillet 2018 et a reçu un récépissé en date du 20 juillet 2018. Dans le cadre des procédures, nous avons pu avoir une copie de ce récépissé-là qui a été délivré au RHDP. À partir de ce moment-là, nous disons que le RHDP, qui est devenu un parti politique, ne peut pas avoir en son sein d'autres partis politiques. Ça, c'est la première chose. Parce que, selon la loi en Côte d'Ivoire, un parti politique est composé d'individus. C'est les groupements politiques qui sont composés de plusieurs partis politiques.
Donc le RHDP, devenu parti politique, ne peut pas avoir en son sein un parti politique appelé PDCI-RDA. Ça, ce n'est pas possible. Deuxièmement, la loi sur les partis politiques en Côte d'Ivoire interdit à un parti politique d'utiliser une dénomination, un logo ou un sigle déjà utilisé par un autre parti. Donc, quand le parti politique RHDP naît le 16 juillet 2018, il ne peut pas utiliser le logo d'un parti politique qui est le PDCI-RDA qui existe en Côte d'Ivoire depuis 1946. Et la loi dit que lorsqu'un parti politique se crée, les fondateurs du parti déposent un dossier au ministère de l'Intérieur. Le ministre analyse le dossier et s'assure que le dossier qu'il a en sa possession est conforme à la loi. Si le dossier est conforme à la loi, il délivre un récépissé au parti politique qui peut alors mener ses activités. Si le dossier n'est pas conforme à la loi, le ministre doit inviter les dirigeants du parti politique créé à faire des modifications pour rendre leur parti conforme à la loi. Alors, lorsque le ministre de l'Intérieur reçoit le dossier du parti politique RHDP créé le 16 juillet 2018, il a forcément vu que dans ce dossier, il y a un logo, à l'intérieur duquel il y a le logo du PDCI-RDA. Automatiquement, il aurait dû se rendre compte que ce dossier-là n'est pas conforme à la loi, parce que la loi dit qu'un parti politique qui se crée ne peut pas utiliser la dénomination, le sigle ou le logo d'un parti qui existe déjà. Donc le ministre n'aurait jamais dû délivrer le récépissé au RHDP. Lorsque nous avons eu donc la preuve de l'exemple de ce récépissé qui a été délivré au RHDP le 20 juillet 2018, donc nous avons fait un premier recours, c'est la procédure, au ministre de l'Intérieur pour lui dire que le récépissé que vous avez délivré au RHDP l'a été en violation de la loi et nous avons expliqué. Il y a un délai dans lequel le ministre devait réagir, il ne l'a pas fait. Nous avons donc saisi le Conseil d'État pour demander l'annulation du récépissé du RHDP qui a été pour nous délivré à ce parti politique en violation de la loi relative aux partis et groupements politiques parce que le parti politique RHDP s'est créé et utilise le logo du PDCI-RDA qui est un parti, qui est également un parti politique. Donc cette procédure actuellement est pendante devant le Conseil d'État et nous attendons la conséquence de la décision que nous espérons, c'est quoi? C'est que le Conseil d'État, en annulant le récépissé, automatiquement va retirer au RHDP toute existence juridique. Donc, soit le RHDP modifie son logo et obtient un autre récépissé délivré par le ministre de l'Intérieur, ou alors le RHDP ne peut pas fonctionner en tant que parti politique parce qu'il sera dépourvu de l'acte juridique qui permet aux partis politiques d'exercer leurs activités. Mais tu peux nous rassurer quant au fait que les élections présidentielles se tiendront avec le PDCI et avec notre logo? Oui, je peux rassurer les militants du PDCI-RDA sur le fait que le droit du PDCI-RDA sur son logo est indiscutable. Le PDCI-RDA a protégé son logo. Ce logo appartient au PDCI-RDA et au PDCI-RDA seul. Et à la prochaine élection présidentielle, il n'y a que le candidat du PDCI-RDA qui utilisera le logo du PDCI-RDA. Merci, maître. Votre dernier mot avant la conclusion? Je voudrais donc rassurer nos militants. D'abord sur la question du logo, pour leur dire que les avocats du PDCI-RDA, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en France, sont en train de tout mettre en œuvre pour mettre fin à l'usage frauduleux du logo du PDCI-RDA par le RHDP. Deuxièmement, dire que le débat sur l'article 59 et l'interprétation qu'en fait le Premier ministre n'est pas la bonne interprétation qu'il faut donner à ce texte. Et inviter par la même occasion le gouvernement, si il est avéré que nous ne pouvons pas aller à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, j'invite donc le gouvernement à plutôt rechercher un accord politique
pour que, au-delà du 31 octobre 2020, le pays puisse continuer de fonctionner dans la paix. Merci, Maître Subi, pour votre disponibilité. Merci de nous avoir éclairés. Très chers téléspectateurs de PDCI TV, merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt pour un autre numéro de regard sur l'actualité. Entre-temps, prenez soin de vous, prenez soin des autres, restez chez vous s'il n'y a pas d'urgence. Dieu nous garde.